Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Pascale Picavet, psychopraticienne. Sa chaîne YouTube est une mine d'or pour qui veut s'initier à la méditation, tout comme pour les pratiquants réguliers. Guidée par sa voix mélodieuse et des mots parfaitement choisis, elle nous transporte dans son univers, créant un merveilleux cadre auditif pour nous apaiser et nous relier à notre corps et notre âme. Ancienne photographe, elle a quitté son métier pour suivre une autre de ses vocations, en complétant une formation de psychologie clinique. Après quelques années d'une pratique traditionnelle et malgré les excellents résultats qu'elle obtenait auprès de ses patients, elle a osé sortir des sentiers battus et incorporer des pratiques holistiques au sein de son cabinet. Peu à peu, sa pratique a évolué en ce sens. Pascale intègre aujourd'hui de multiples compétences comme les soins énergétiques, le clair ressenti, la lithothérapie, la tarothérapie, afin de créer un ensemble cohérent avec ses valeurs et efficace pour ses patients. Ayant longtemps pratiqué la Wicca, elle revendique son choix, ayant à cœur le bien-être des personnes qu'elle reçoit. Elle nous explique son parcours, ses choix, sa découverte de la méditation, ainsi que les passionnants projets qu'elle nous proposera bientôt. Bonsoir Pascale, je suis ravie de vous recevoir parce que, je vous le disais tout à l'heure, j'écoute beaucoup de vos méditations sur YouTube que je trouve extrêmement bien guidées, extrêmement apaisantes. Et j'aurais un petit peu aimé en savoir plus sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre de méditation et si vous pouvez un petit peu nous dire comment vous en êtes arrivé là. Alors, moi, j'ai commencé la méditation assez tard, en fait. D'accord. J'ai repris mes études pour devenir psychopraticienne, parce que j'étais photographe avant. D'accord. Donc, j'ai repris mes études à 34 ans et donc, j'ai fait mes études de psycho, tout à fait classique. Donc, j'ai ouvert mon cabinet. Et pendant mon parcours de psycho, on nous a proposé de participer à un stage de méditation de pleine conscience, dirigé par des élèves de Jon Kabat-Zinn, qui est un petit peu le ponte dans la méditation de pleine conscience. Et donc, j'ai participé à ce stage parce que la méditation m'avait toujours attirée. J'avais essayé à maintes reprises de méditer. Mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que pour moi la méditation c'était arrêter de penser, donc j'arrivais pas à arrêter de penser. Je m'endormais. Les méditations guidées que je trouvais, j'aimais pas forcément ni le texte ni la voix. Je suis assez pointilleuse, donc les enregistrements sonores me dérangeaient quand ils n'étaient pas de bonne qualité. Enfin bref, j'arrivais pas à méditer. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller apprendre avec des professionnels. Et donc, on a été enfermés dans un hôtel pendant 3 jours où on méditait du matin au soir avec quelques pauses. On faisait pas que de la méditation assis ou allongé. On faisait aussi des méditations en marchant, en mangeant. Enfin, vraiment, c'était très, très complet. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir le déclic. Déjà, d'être avec le groupe. Oui. C'est comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la première matinée, j'ai fait une crise d'angoisse, quoi. C'était pas possible. Je me demandais ce que je faisais là. J'arrivais pas à rentrer dans le truc. Et s'il y avait pas eu le groupe, je crois que je me serais levée, je serais partie, en fait. Mais là, il y avait du monde, donc je me suis retrouvée un peu coincée et du coup, je me suis forcée à y aller, à rentrer dedans. Et là, il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose et j'ai été emportée pendant 3 jours par la dynamique de groupe, par les énergies du groupe. On a partagé quelque chose en commun. On était une trentaine, quand même. On a partagé vraiment un moment tout à fait particulier qui énergétiquement était très fort. Et c'est ce qui m'a permis de démarrer la méditation. Donc, quand je suis rentrée de ce stage, j'ai mis une bonne semaine avant de redescendre. Oui. C'était très, très présent. Et puis, j'ai commencé à aller rechercher des méditations guidées et je trouvais rien. Je trouvais rien qui me... J'aimais bien Christophe André et encore pas toujours. Oui. Comme je parle anglais, c'est vrai que j'ai pu aller écouter des méditations guidées en anglais. Donc,
Il y avait Joe Dispenza qui avait quelques méditations en ligne qui étaient pas mal, mais qui est un peu perché derrière des fois. Je sais pas si vous connaissez. Bon, Oui, c'est. c'est pas ça non plus. Et puis voilà. Et puis donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, puisque je trouve ce que je veux, je vais le faire moi-même. Et j'ai commencé à écrire les méditations pour moi en fait au départ. D'accord. Donc c'est comme ça que la chaîne YouTube est née. Mhm. J'ai commencé à écrire mes méditations, à les enregistrer, puis je me suis pris au jeu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir quelques abonnés. En parallèle, moi, dans ma pratique, entre-temps, j'avais ouvert mon cabinet, j'avais commencé vraiment à utiliser, à intégrer la méditation dans ma pratique thérapeutique. Donc, D'accord. les méditations en ligne sur YouTube, comme ça, avec mes patients, je leur disais, bon, voilà, entre 2 séances, allez faire cette telle méditation, telle méditation. Et puis voilà, l'effet boule de neige a fait que j'ai continué la chaîne YouTube et que voilà, quoi. Bah, félicitations en tout cas parce que enfin, je les trouve vraiment bien guidés et avec un bon tempo et avec une voix super aussi. Donc la musique derrière est toujours bien appropriée, donc c'est vraiment très agréable à écouter. Alors évidemment, faire des méditations avec de la musique, ça fait pas, tu vois, c'est très subjectif la musique. Donc, Mm. donc il arrive que certains abonnés râlent en disant, bah non, moi cette musique, elle me donne le bourdon. Oui. Mais là, pour le coup, on peut pas satisfaire toujours tout le monde, quoi. Et Oui. je trouve que quand on fait de la méditation pleine conscience, et notamment ce que j'avais fait, c'était sans musique, c'était que de la voix guidée. D'accord. Bien. Mm. Mais pour les gens, si vous voulez, l'objectif de ma chaîne, c'est quand même une chaîne principalement pour des gens qui débutent dans la méditation. Oui. Donc c'est pour ça que bah voilà, je rappelle à chaque fois la respiration, etc. Et c'est vraiment pour que ce soit ouvert au plus de gens possible. Et la musique, ça aide pas mal au début. D'accord. Oui. Moi, enfin, je trouve aussi que c'est une bonne aide pour ça. Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez commencé, vous étiez photographe, et ça a été quoi le déclic, le changement de carrière? C'était plus. Enfin, je vous laisse parler. Depuis toute petite, je voulais être psy. Et puis, bah, quand on arrive en troisième, vous savez ce que c'est, on vous demande à votre orientation professionnelle. Et moi, j'avais dit, je veux être psy ou photographe. Et on m'avait Mhm. dit, c'est bouché. Les deux, c'est bouché. Il faut chercher autre chose. Donc, bah, du coup, j'ai cherché autre chose. Et j'avais décidé de devenir ethnologue. Donc, je suis Ouais. en fac d'histoire. J'ai fait une fac d'histoire. La vie a fait que j'ai pas continué mes études d'histoire, finalement. J'ai pris tout à fait un autre parcours. Je suis devenue formatrice. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Puis, finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tu voulais être photographe. Bah, fais-le. Donc, Mhm. je suis devenue photographe. Et puis, il y a une année, et c'est là que les choses ont commencé vraiment à bouger. J'ai eu la pire saison de ma vie en tant que photographe. Toutes les galères qui arrivent dans une carrière entière de photographe, moi, ça m'est arrivé en une petite saison sur juillet et août. Mhm. C'était catastrophique. Et là, je me suis dit, je crois que l'univers m'envoie un message. Oui. Faut que je fasse autre chose, quoi. J'étais arrivée au bout de ce que, j'étais vraiment arrivée au bout de ça. J'avais plus envie D'accord. de bosser. J'avais plus la pêche. J'aimais la photo, mais ce que je faisais beaucoup de photos de mariage. Euh, Mhm. c'est très, très intensif comme rythme. Donc, bah, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'ai repensé à la psycho, parce que c'était les deux métiers que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, à l'époque, la fac de psycho était très loin de chez moi. Et j'avais déjà 3 ans. Mhm. Donc, c'était Oui. pour reprendre mes études à la fac. Donc, j'ai trouvé une école privée. Et c'est par le D'accord. privé que j'ai fait mes études. D'accord. Et je lisais aussi sur votre site que vous avez fait un petit, pas changement de carrière, mais un petit changement de trajectoire avec à l'intégration de disciplines comme la Wicca, comme des choses un peu plus ésotériques, comme je disais, qui sortent un petit peu plus des sentiers battus. Là, Alors, ça a été quoi le déclic aussi ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, j'ai découvert la Wicca, moi, il y a 15 ans. Alors, pour ceux qui me Mhm. connaissent, la Wicca, c'est une forme de religion, je dirais plutôt une philosophie, mais c'est plutôt considéré comme une religion d'inspiration celtique. C'est entre le druidisme et le chamanisme. Et j'ai rencontré donc cette religion il y a 15 ans. Elle est rentrée dans ma vie et je suis devenue Wiccan, donc pratiquante de la Wicca. Donc l'idée de la Wicca, c'est une religion païenne dans laquelle on ne respecte pas un dieu unique, mais une multitude de dieux. Le plus important, je résume très vite parce que c'est plus compliqué que ça. Oui.
Voilà, on se base sur la lune et sur le soleil qui représentent le dieu et la déesse. Et en fait, c'est une religion qui est très proche de la nature, qui respecte et qui s'appuie vraiment sur le cycle de la vie. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé. Donc, j'aimais beaucoup ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était dans ma vie en toile de fond. Euh, et quand j'ai repris mes études de psycho, il y a eu un moment où j'ai basculé un peu, j'ai un peu perdu la foi. Mhm. En prenant des études de psycho et de neurosciences, tout d'un coup, on arrive à expliquer quand même pas mal de choses. Et donc, je me suis perdue à ce moment-là. Je savais plus trop quoi penser. Et puis bon, quand j'ai ouvert mon cabinet, bizarrement, moi, je voulais vraiment être une psy comme les autres, hein. C'est-à-dire, D'accord. voilà, être soutenue par mes pairs, je voulais être recommandée par les médecins généralistes. Enfin, j'ai fait mon maxi, hein, Mhm. mon maxi. Mais ce qui se passait, bizarrement, c'est que tous les gens qui venaient me voir étaient des gens qui étaient en quête spirituelle, des gens qui avaient l'impression. Alors, on est beaucoup venus me voir en me disant j'ai l'impression d'être fou. Et c'était des gens, Mhm. en fait, qui avaient des capacités extraordinaires qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas et qui avaient juste besoin qu'on leur explique un petit peu comment. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient clairvoyants ou clairaudients, tout ça. Et progressivement, je me suis rendu compte que je pouvais pas être une psy classique comme les autres parce que c'était pas la demande de ma patientèle. Je me suis rendu compte aussi que je ne trouvais pas toutes les réponses que je cherchais dans la psychologie clinique classique. C'est-à-dire que je me D'accord. à des problématiques de patients où on avait beau avoir fait le tour de la question, leur problème n'était pas d'ordre psychologique en fait. Et du coup, j'avais pas d'outils, je savais pas comment, enfin voilà, je me sentais démunie. Moi, en Mhm. parallèle de tout ça, je faisais mon chemin aussi, hein. Il y avait la Wicca, mais il y avait d'autres choses. J'ai commencé à travailler avec le clair ressenti, beaucoup aussi. Bon, après, moi, il y avait mes intuitions, ce que je ressentais moi depuis toute petite, que j'exploitais plus ou moins, mais qui devenait de plus en plus puissant au contact des gens. Enfin, j'avais tout ce pan personnel très spirituel qui était actif chez moi et, euh, et j'essayais de mettre ça de côté par rapport à la vie professionnelle. Parce que j'assumais pas trop le truc, en fait, parce qu'une Oui. psy qui parle de vie antérieure et de soins énergétiques, c'était pas, c'était pas Oui. possible. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus possible, quoi. Donc, Mhm. progressivement, j'ai intégré la Wicca en faisant des stages de Wicca avec certains de mes patients, le clair ressenti, les soins énergétiques. Et puis en fait, j'intégrais, j'associais ma vie perso spirituelle et ma vie professionnelle, et puis ça marchait en fait. Donc, Mhm. au bout d'un moment, j'ai dit go, quoi, on y va, et je vais l'assumer, je vais le mettre sur mes cartes de visite. Donc Oui. c'est comme ça que. Bah, oui, au final, vous avez créé quelque chose de vraiment cohérent avec vous-même et je pense que c'est là que ça marche aussi. C'est ce que j'explique sur mon site en disant que oui, voilà, en étant aligné avec ce que je suis, ce en quoi je crois. Alors évidemment, hein, je reçois pas toujours des patients qui sont euh, ouverts à tout ça. Euh, Oui. c'est pour ça que lors du premier rendez-vous, je pose bien un cadre. Alors, c'est vrai que j'ai cette double casquette. J'ai quand même une formation psychologie clinique et appliquée Mhm. en psychopathologie. Donc, je peux aussi travailler avec des patients plus terre à terre, qui veulent pas Mhm. entrer de spiritualité. Ça, je peux le faire. D'accord. Euh, mais très souvent, mais c'est pas les gens qui viennent me voir en règle générale. Oui. Ça va, en tant que thérapeute, souvent, on attire les gens qui vibrent sur la même fréquence que nous, hein, donc voilà. D'accord. Et la Wicca a fait toujours partie de votre vie? Vous l'avez connue relativement tôt alors? Alors, la Wicca, proprement parlé, fait partie de ma vie parce que ça fait partie de mes croyances. Euh, mais c'est vrai que je fête Samhain, je fête l'Utah, les plus grandes fêtes, concrètement, puisqu'en plus, j'ai Mhm. deux copines, j'ai un couvent aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que je pratique beaucoup moins euh, que je pouvais le faire avant, aussi parce que spirituellement j'ai évolué et que Mhm. je ne ressens plus le besoin aujourd'hui d'être rattachée à un paradigme en particulier. Et, D'accord. et du coup, je suis beaucoup plus ouverte à ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous connaissez un peu la Wicca, mais Mhm. aujourd'hui,
je ressens moins le besoin. Alors, je vais avoir, ça va être des réflexes parfois, si j'ai quelque chose, telle ou telle idée, et voilà. En revanche, je fais toujours des ateliers, qui D'accord. permettent de faire découvrir la Wicca, à ceux qui connaissent pas et qui sont intéressés. D'accord, très bien. Et parmi vos pratiques de bien-être, c'est une question que j'aime bien poser aussi. Vous en auriez quelques-unes à nous faire partager, enfin des choses que soit que vous faites quotidiennement, ou, enfin vous disiez que vous fêtiez les Lita, Ostara. Est-ce que il y a des choses particulières que vous pourriez nous faire partager, que vous faites à ces occasions-là, par exemple? Alors, par exemple, de quoi je pourrais vous parler? Alors, l'IDA, c'est le 21 juin. C'est le solstice d'été, en fait. C'est la nuit, c'est le jour où le soleil se couche le plus tard. Donc là, c'est tout simplement, on se fait une petite fête entre amis où on va. C'est vraiment, c'est un prétexte presque, j'ai envie de vous dire. On boit. Alors il y a des jeux qu'on peut faire avec les enfants, avec des bassines, avec ces trucs en fait qu'on fait tous à d'autres occasions. Oui. Des pommes dans une bassine. La fête que je fais tous les ans, c'est Samhain, qui est le 31 octobre, qui correspond Mhm. à Halloween pour la plupart des gens. Là, c'est vraiment le repas avec la soupe au potiron. Alors, c'est là aussi qu'on. Samhain qui correspond donc à Halloween et donc surtout à la Toussaint, plus ou moins. C'est la nuit où le voile entre le monde des vivants et le monde des défunts est le plus fin. Donc, c'est là Mhm. l'occasion, voilà, de penser à nos ancêtres. Alors, je le fais moins maintenant, mais je le faisais plus avant. On sortait toutes les photos de famille avec tous les défunts, tous nos ancêtres qui étaient partis. On décorait, on fait une prière particulière. Et il y a un rituel qu'on fait ce soir-là, auquel je tiens beaucoup. Et même si je ne fais pas la fête, ça, je le fais quand même systématiquement. C'est d'écrire sur un petit papier euh, tout ce dont on veut se débarrasser pour l'année à venir. Et D'accord. on écrit ça sur un petit papier et on brûle ça pour vraiment brûler, se débarrasser de tout ce qu'on souhaite voir disparaître. Et c'est très sympa parce qu'on le fait en groupe, donc tout le monde a son petit papier. On a un petit chaudron au milieu dans lequel on jette nos petits papiers et qu'on laisse brûler. Et ça, c'est systématique où que je sois, quel que soit quels que soient les gens qui sont autour de moi. Ça, je le fais tous les ans à Samhain. C'est vraiment la fête pour moi la plus importante, c'est celle-ci. Parce que Samhain dans la Wicca, c'est aussi le jour de l'an. Hein. C'est là que l'année, Oui. donc, on pose ses intentions pour l'année à venir. Après, au quotidien, je dois vous avouer que moi, je suis assez dilettante, en fait, pour être super Mhm. honnête. Je vais avoir des périodes où je vais faire des choses, puis des périodes où je vais rien faire. Je suis vraiment mes envies. Mhm. J'essaye d'avoir une vie avec le moins de contraintes possible. Euh, Oui. et donc voilà. Donc il y a des périodes où je vais me lever tous les matins et méditer tous les matins. Il y a des périodes où je vais plutôt méditer le soir. Il y a des périodes où je vais pas méditer du tout. Ça m'arrive de pas Mhm. méditer pendant un certain moment. Je fais les choses vraiment avec le cœur. En fait, D'accord. l'idée c'est ça. D'accord. Moi, ça, je pense que c'est bien aussi votre philosophie de pas se mettre de contraintes, de vivre un petit peu dans le flux, c'est parfait ça. Et j'avais envie de revenir aussi sur les 3 jours de méditation, parce que pour moi, bah, c'est 3 jours entiers à méditer. Enfin, je trouve ça assez phénoménal. Vous aviez reçu, enfin, qu'est-ce qui s'était passé dans vous? Vous avez eu des déclics particuliers? Vous avez La première matinée, le cours commence. Donc on nous explique. Hein, alors ça n'a pas été 3 jours de méditation non-stop. Hein. On a Hmm. matin présentation, donc le temps de nous expliquer un peu patati patata. Première petite méditation sur le souffle, donc voilà pour nous mettre dans l'ambiance. Ok, d'accord. Donc jusque là, facile. Oui. Euh, et après, je sais plus sur quelle méditation ça a été très progressif. On a fait méditation du souffle, on a fait l'instant présent, on a fait tout ça. Mais Hmm. dans la matinée, j'ai cette angoisse qui monte. Mais une angoisse, mais un truc. Alors moi, quand même, il faut que je vous dise que j'étais une super angoissée. Donc j'ai beaucoup de D'accord. crises d'angoisse, tout ça. Vraiment, je sais ce que c'est. Euh, Hmm. et c'est pour ça que je savais que la méditation, intuitivement, je savais que la méditation pouvait m'aider, mais comme j'y arrivais pas, j'avais pas insisté. Et, Hmm. euh, et donc là, je sens une crise d'angoisse qui monte, quoi. Et je me dis, c'est pas possible.
Donc bon, je me force à rester dans le truc, j'arrive et puis finalement arrive la méditation de la rivière. C'est une méditation qu'il y a sur ma chaîne d'ailleurs. C'est une de mes méditations préférées et j'aime Mhm. me laisser embarquer. Et là, je suis vraiment rentrée dans un état méditatif très profond. Donc une D'accord. méditation, puis on avait des petites pauses où on devait aller marcher pendant 10 minutes Mhm. sans un mot, en étant vraiment en pleine conscience. Là, pour le coup, c'était la pleine conscience pure et dure. Et donc finalement, l'état méditatif, on ne quittait jamais vraiment, parce qu'on sortait de Oui. la méditation doucement, mais on allait marcher pendant 10 minutes sans parler, on revenait, on s'asseyait, on échangeait un peu sur nos ressentis, mais très vite, on repartait dans une autre méditation. Ce qui a été perturbant, c'est que les méditations, elles étaient guidées en anglais. Mhm. Ça, c'était pas tellement le problème, parce que c'est un vocabulaire en plus très simple, mais traduit en français. D'accord. Donc, la guidance en anglais et la guidance en français. Donc ça, c'était dans la première journée, ça a été ce qui a été un peu le plus perturbant parce que, voilà, Mhm. fallait, euh, Il y avait les deux. Mhm. très vite passer. Et donc, le soir, on arrêtait vers 18h et on avait Mhm. de 18h à 8h le lendemain matin. D'accord. Donc, Oui. alors, je le publierai sur ma chaîne YouTube parce que quand j'ai fait ce stage, je me suis enregistrée pendant 3 jours. J'ai enregistré mes ressentis, ce que je sentais. Alors, j'avais pas parlé de la crise d'angoisse du début, je crois pas. Mais et j'avais prévu de le mettre sur ma chaîne YouTube au tout début où j'ai créé la chaîne. Puis bon, finalement, Mhm. je me suis dit bon, c'est peut-être plus d'actualité, mais je pense que ça pourrait quand même aider finalement. Donc, Oui. faire un Bah, petit je pense que ça intéresserait des gens. Puis, enfin, la méditation, c'est vrai que c'est pas forcément facile une pratique à adopter au quotidien. Et je pense que bah, trouver la pratique qui nous va, la voie qui nous correspond, le faire soi-même ou le faire en guidé, c'est pas évident. Et ce que je trouve bien avec vos méditations, c'est vrai qu'elles sont toutes simples et vraiment accessibles et pour tout le monde. Donc c'est ça qui est chouette. Et niveau projet, vous en avez sur le feu ou c'est j'en ai toujours plein, mais je vais pas toujours au l'évolution de la chaîne YouTube, bien sûr, avec un peu plus de vidéos d'instants psycho, parce que depuis quelques temps, j'intègre des petites tranches de 5-10 minutes, même pas 10 minutes d'ailleurs, où j'explique soit un sujet particulier, enfin un thème. Parce qu'en fait, pendant quelques mois, j'ai eu une chaîne sur Periscope. Je sais pas si vous connaissez Periscope, c'est une chaîne de live streaming. oui, Et donc pendant un petit moment, je faisais un live d'1 heure où voilà, je développais un sujet suivi d'une méditation guidée. Euh, d'accord. c'était pas mal ça. Donc Mhm. le périscope, c'est l'interaction, c'est génial. En revanche, bah, on est très vite coupé en disant bonjour, en répondant aux questions, en évacuant les trolls qui rentrent dans les rooms. Donc voilà, c'est pas toujours. J'avais une bonne audience, mais bon, donc finalement, le format YouTube me va bien parce que ce qui est très important pour moi, c'est de vulgariser l'information. Euh, Mhm. je trouve que c'est super important que les gens comprennent comment fonctionnent les choses, comment eux fonctionnent et comment fonctionnent les choses et sur quoi on se base, nous, psy, quand quelqu'un vient nous voir et que vraiment, pour moi, la partie éducationnelle, elle est primordiale. Donc, l'idée de pouvoir développer une idée, un thème en des mots très simples, avec des exemples très simples à la portée de tout le monde, ça me plaît beaucoup, ça. Et donc, j'aimerais développer ça, un peu plus ça sur la chaîne. Donc, ça, c'est un des projets qui est sur du moyen long terme. Euh, Mhm. c'est un autre projet, c'est de faire plus d'ateliers. J'ai une amie à moi qui s'appelle Séverine, qui est thérapeute, et moi, on a créé un outil, en fait, un outil thérapeutique assez puissant. On est en train de finir là, qui est encore en phase de test parce que pendant qu'on le crée, moi, je l'utilise avec les patients. Euh, Mhm. et bientôt, il va être terminé, donc je vais pouvoir lancer des ateliers. Ça, j'ai vraiment hâte parce que j'aime beaucoup, moi, les ateliers. J'aime beaucoup travailler en groupe. C'est quelque Oui. chose. J'aime la dynamique, j'aime les échanges. Les groupes ne se créent jamais par hasard, donc Mhm. quelque chose de particulier qui se crée. Et du coup, je vais bientôt pouvoir faire des ateliers avec ça. Donc, D'accord. le potentiel évolutif, c'est ça. On travaille avec des arcanes du tarot de Marseille.
Pas du tout dans l'oracle, hein. Là, pour le coup, c'est pas de l'oracle, c'est vraiment c'est vraiment un outil psychosymbolique. Donc, D'accord. l'idée, c'est le potentiel nous permet d'avoir une cartographie un petit peu de votre inconscient, de vos mécanismes inconscients, avec une Mhm. carte de tarot qui va représenter des domaines particuliers. Euh, et l'idée, c'est que le patient regarde l'arcane, nous parle de cet arcane, nous explique ce qu'elle lui dit, ce qu'elle lui raconte, ce qu'elle lui évoque. Euh, et en fait, en faisant ça, en réalité, le patient nous parle de lui, nous parle de toutes ces pensées, ces mécanismes inconscients qui travaillent. Et nous, notre boulot, c'est de lui montrer, de le mettre en lumière et de lui permettre d'accéder à toute cette partie de lui-même. Donc, on a eu des résultats assez impressionnants. Il y a déjà des outils qui existent comme ça. Le référentiel de naissance se base déjà sur le tarot de Marseille, le diamant de naissance également. Nous, on a créé un troisième outil avec plus d'arcanes, plus de domaines, plus de voilà. Et c'est un vrai régal parce que c'est en plus assez ludique pour les Oui. on bosse avec des cartes, ce sont des supports de discussion. Mhm. Et après, il y a en plus quand même un domaine, il y a effectivement le domaine psychosymbolique, hein, comme le test de Rorschach qui existe déjà en psychologie. Mais il y a quand même un domaine un peu spirituel. On utilise le tarot de Marseille et c'est pas rien. Le tarot de Marseille est rempli d'archétypes. Et donc, il y a un deuxième niveau de lecture plus spirituel. Donc, j'aime l'idée de pouvoir avoir un niveau de lecture très psychothérapeutique et un niveau Mhm. spirituel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le gros projet du moment. C'est ça. En train de Bah, se ça a l'air passionnant en tout cas. Et parmi tous les outils que vous utilisez avec vos patients, il y en a un qui est votre outil privilégié ou vous faites vraiment un mélange de tout suivant le patient? Ça dépend vraiment des patients, ça dépend vraiment des problématiques. Moi, j'ai une spécialisation en psychogénéalogie. Mhm. Donc, c'est vrai que instinctivement, c'est quand même quelque chose que je vais aller regarder assez rapidement, hein, la psychogénéalogie. Donc, le génosociogramme vous connaissez la psychogénéalogie un petit peu Mmh, très peu au final. et, c'est l'idée que nous ne nous n'héritons pas uniquement des caractéristiques physiologiques de nos parents et de nos grands-parents, mais également Mmh. de leur traumatisme et de leur névrose. Et en fait, on s'est rendu compte, on ne s'est pas expliqué encore comment, pourquoi, mais on s'est rendu compte que de génération en génération, les traumatismes se transmettaient et que souvent, Mmh. les petits-enfants morflaient plus que les grands-parents à qui le trauma a été arrivé. Euh, D'accord. il y a vraiment cette transmission. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites et qui prouvent que ils avaient fait des études sur une femme qui avait été violée. Ils Mmh. avaient trouvé le marqueur dans son ADN du trauma. Ils ont fait des analyses sur sa fille après qu'elle ait eu une fille. Ils ont trouvé le même marqueur mais plus imposant chez la fille. Et chez la Mmh. petite fille, le marqueur était encore plus imposant. Donc là, ça nous prouve bien que le traumatisme traverse les Ça transmet. Mmh. les descendants qui souffrent le plus. Donc, travailler en psychogénéalogie, ça veut dire regarder votre arbre généalogique, aller regarder, écouter l'histoire de la famille. Ça part évidemment d'une de vos problématiques, hein, mais on va remonter, on va analyser votre prénom, votre programme de naissance, pour comprendre ce qui vous compose, quelle injonction familiale vous sentez-vous obligé de suivre. Et souvent, on dénoue des choses extraordinaires. D'accord. Beaucoup travaillé en psychogénéalogie. Mais après, bah voilà, ça va dépendre de plein de choses, quoi. Parfois, je vais faire un soin énergétique parce que finalement, on se rend compte assez rapidement que le blocage, il est dans le corps énergétique et pas dans l'appareil psychique. Donc, voilà, je peux pas vous dire, j'ai pas un outil en particulier. J'aime justement l'idée de pouvoir adapter la thérapie à la problématique et au patient. Et vous avez tout un panel aussi de connaissances qui vous permettent de faire cela aussi, donc ça vos patients doivent doivent être entre de bonnes mains en tout cas. On en apprend tous les jours encore, hein, ça ne ça s'arrête jamais. En fait, hein. D'accord. Beaucoup aussi, hein.
Je vous remercie Pascal. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir, si vous voulez bien. Juste, si on veut vous retrouver, du coup, on peut voir votre chaîne YouTube, ou si vous avez, pour vous contacter, si vous pouvez nous dire. Pour voir les méditations, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube évidemment. Donc la chaîne c'est Pascal Picavet, psychopraticienne, je crois. En tapant Pascal Picavet, vous me trouverez. Vous pouvez aussi aller visiter mon site en tapant pascalpicavet.fr. Où là vous aurez le détail un petit peu de ce que je fais, de ce que je peux mettre à votre disposition. Et vous aurez évidemment sur le site, sur YouTube ou sur ma chaîne Facebook, enfin sur ma page Facebook aussi, mes coordonnées pour me contacter par téléphone ou par email, par Messenger ou par Skype. Donc vous avez le choix de D'accord, merci beaucoup. Puis de toute façon, je mettrai tous les liens vers le site avec les notes du podcast. Donc merci pour cette interview, et puis je vous souhaite une belle soirée. Merci à Pascal pour cette passionnante discussion. J'espère que vous avez apprécié de nous être joints à nous. Vous retrouvez toutes les informations relatives à ce podcast sur le site clairviyoga.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez aussi le retrouver sur iTunes. Si vous avez apprécié son écoute, vous pouvez laisser un commentaire et une note sur ce site. Merci et à bientôt.